Un vieil homme solitaire découvre une jument mystérieuse couverte d'abeilles dans sa ferme. Mais lorsque des lettres anonymes commencent à arriver, il réalise que quelqu'un ne veut pas que la vérité éclate. C'est entre le soupir du vent et le murmure lointain des eaux que M. Marcel entendit. Un son étouffé, presque une lamentation venant de derrière les chênes. Le vieux fermier s'arrêta, tendit l'oreille et suivit la direction du bruit. La vision qu'il découvrit le laissa paralysé. Une jument blanche comme neige, immobile sous un tilleul en fleurs, couverte d'une couche vibrante et sombre d'abeilles. L'animal ne se débattait pas, gardant simplement les yeux mi-clos comme si elle avait accepté son destin. Marcel n'hésita pas. Avec la tranquillité de quelqu'un qui conversait avec un vieil ami, il s'approcha lentement, murmurant des paroles de réconfort. Les abeilles bourdonnaient dans un rythme presque hypnotique, sans montrer d'agressivité. Avec précaution, il passa une corde autour du cou de l'animal et le guida jusqu'au ruisseau proche. L'eau froide éloigna une partie de l'essaim et, utilisant un tissu qu'il portait toujours dans la poche de sa chemise à carreaux, il nettoya doucement le pelage blanc de la jument. « Calme-toi, ma belle, tout ira bien maintenant », chuchota-t-il, observant les yeux bruns de l'animal, qui semblait porter une sagesse ancienne. En retournant à la ferme, guidant la jument avec soin, Marcel remarqua quelque chose accroché à la barrière en bois. C'était une petite enveloppe jaunie, sans nom ni adresse. À l'intérieur, seulement un morceau de papier avec une seule phrase écrite d'une calligraphie soignée. Certains sauvetages ont leur prix. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute. Maintenant, continuons. Le vieil homme mit le papier dans sa poche, intrigué. Il ne mentionna le billet à personne, pas même à Mathilde, la femme qui venait 3 fois par semaine l'aider dans les tâches ménagères. Il installa la jument dans l'écurie abandonnée où il gardait autrefois ses chevaux. Il lui donna de l'eau fraîche, du foin propre, et l'observa tandis qu'elle mangeait avec un appétit modéré. Il y avait quelque chose dans le regard de cet animal qui l'intriguait, comme si elle portait des histoires qui ne pouvaient être racontées. Le lendemain, alors qu'il nourrissait la jument, qu'il décida d'appeler Diane en hommage à la déesse de la lune pour son pelage blanc qui brillait sous le clair de lune, Henri, son voisin, apparut accoudé à la clôture. Maigre, avec des yeux petits et inquiets sous son chapeau de paille défraîchi, il arborait un sourire qui n'atteignait jamais son regard. « Bel animal que vous avez trouvé, monsieur Marcel », commenta-t-il, mâchonnant un cure-dent. « Mais savez-vous d'où elle vient ? Je l'ai trouvée dans le pré près du ruisseau, » répondit Marcel sans donner trop de détails. « Cette jument... » Henri plissa les yeux. « Elle me semble familière. Je crois qu'elle appartenait au domaine des Tilleuls, celui qui a brûlé il y a une 20aine d'années, de l'autre côté de la vallée. » Marcel sentit un frisson parcourir son échine. Le domaine des Tilleuls. Ce nom provoquait encore des chuchotements et des regards détournés parmi les plus anciens de la région. L'incendie qui avait consumé la propriété était devenu une sorte de légende locale, principalement parce que la propriétaire, Catherine Lemaire, et sa petite fille n'avaient jamais été retrouvées après la tragédie. « Tes bêtises, Henri. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Cette jument ne doit pas avoir plus de 10 ans, rétorqua Marcel, essayant de clore le sujet. Je ne fais que commenter. Henri haussa les épaules avec une fausse innocence. Mais vous savez comment c'est ? Qui remue la vieille terre finit par déterrer ce qui devrait rester enfoui. Dès qu'Henri fut parti, Marcel remarqua que Diane était agitée, frappant le sol de terre battue de l'écurie avec ses sabots, les yeux fixés en direction de la barrière, comme si elle pouvait voir au-delà. Dans les jours qui suivirent, la présence de la jument blanche se répandit rapidement dans la petite ville de Saint-Martin-sur-Loire. Les histoires grandissaient comme les mauvaises herbes en terre fertile. Certains disaient que c'était un animal enchanté, d'autres qu'elle portait malheur, mais tous semblaient éviter le regard direct de Marcel quand ils le voyaient au marché du dimanche ou à l'épicerie du Père Durand. C'est un de ces matins que Madame Élise arriva à la ferme. Petite et agile malgré ses 70 ans, avec ses cheveux gris toujours attachés en un chignon lâche, elle était connue pour ses miels et remèdes maison. Elle arriva en portant un panier recouvert que d'un tissu fleuri en coton. « Bonjour Marcel », salua-t-elle de sa voix douce si caractéristique. « J'ai entendu parler de votre nouvelle compagne. J'ai apporté quelques remèdes naturels qui pourraient t'aider. » Sans attendre d'invitation, Élise se dirigea vers l'écurie. En voyant Diane, elle s'arrêta brusquement,
la couleur quittant son visage. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Marcel, qui la suivait intrigué. « Vous connaissez cette jument, Madame Élise ?» demanda-t-il, observant la réaction de la femme. Élise hésita, ses doigts ridés serrant fermement l'anse du panier. « J'élève des abeilles depuis mon enfance, Marcel, et je sais qu'elles ne choisissent pas n'importe quel animal à protéger, » dit-elle finalement, s'approchant lentement de Diane, qui resta calme, comme si elle reconnaissait la femme. « Les abeilles l'ont couverte, n'est-ce pas, comme un manteau vivant ?» Marcel acquiesça, surpris. « Comment le saviez-vous ?»« Parce que j'ai déjà vu cela auparavant, » répondit-elle, ses yeux embués caressant le pelage blanc de la jument. Cette jument, elle appartenait à ma sœur, Catherine. Le nom tomba lourdement entre eux. Catherine Lemaire, la femme qui vivait au domaine des Tilleuls avec sa fille Marie, âgée de seulement 5 ans. La femme que tous croyaient morte dans le grand incendie qui avait consumé la maison principale et une partie des plantations. La femme qui n'avait jamais été retrouvée. « C'est impossible, Madame Élise. L'incendie a eu lieu il y a 20 ans. Cette jument ne serait pas si jeune. » « Certaines choses ne suivent pas le temps comme nous le connaissons, Marcel, » répondit-elle énigmatiquement. « Diane a toujours été spéciale. Ma sœur disait qu'elle avait le don de retrouver son chemin, peu importe la distance. Tandis qu'Élise appliquait un onguent d'herbe sur le flanc de la jument. Elle raconta que sa sœur Catherine était apicultrice comme elle. Femme au caractère fort et indépendant, elle avait déménagé au domaine des Tilleuls après s'être séparée de son mari, un homme d'affaires de Paris. À la ferme, elle avait élevé sa fille seule, se consacrant à la production de miel et à la culture de plantes médicinales. Les abeilles semblaient répondre à son toucher de façon presque surnaturelle, et Diane, la jument blanche, était la monture inséparable de la petite Marie. « J'ai toujours trouvé étrange qu'on n'ait jamais rien retrouvé, » confia Élise. « Mais maintenant, avec le retour de Diane, quelque chose me dit que le passé veut être déterré. » Élise partit, en laissant derrière elle plus de questions que de réponses, et un pot de cire d'abeille qui, selon elle, aiderait à protéger Diane des changements météorologiques. Cette nuit-là, Marcel ne put dormir. Les paroles d'Élise résonnaient dans son esprit. Pourquoi la jument était-elle apparue précisément sur sa propriété? Pourquoi maintenant, 20 ans après? Et qui avait laissé ce mystérieux billet à la barrière? Au matin, une autre lettre l'attendait. Cette fois, coincée sous une pierre sur la véranda. La même calligraphie élégante. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous impliquez. Rendez ce que vous avez trouvé. » Que devait-il rendre? La jument? Ou y avait-il autre chose qu'il ne voyait pas? Diane continuait de montrer des comportements étranges. Chaque fois qu'elle était amenée à paître près de la limite de la propriété, elle s'arrêtait net et fixait son regard en direction des montagnes où se trouvaient les ruines du domaine des Tilleuls. Parfois, au milieu de la nuit, Marcel l'entendait hennir, comme si elle appelait quelqu'un. Et les abeilles, elles continuaient d'apparaître, non pas en essaims agressifs, mais comme des sentinelles silencieuses. Elles se posaient aux alentours, de l'écurie, sur les fleurs du jardin abandonné, sur les fenêtres de la maison. Elles observaient comme gardiennes d'un secret ancien. Ce fut durant un après-midi pluvieux, alors qu'il réparait une clôture tombée au fond de sa propriété, que Marcel fit sa première découverte significative. En arrachant une souche de bois pourri, ses yeux captèrent un éclat métallique entre les racines. Curieux, il creusa avec ses mains et trouva un petit bracelet en argent. Délicat et enfantin, avec de petits pendentifs en forme d'abeille et un cœur où on pouvait lire, presque effacé par le temps, « Pour ma petite Marie. Avec un amour éternel, maman. » Le cœur de Marcel s'accéléra. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il glissa le bracelet dans la poche de sa chemise, sentant son poids comme s'il portait un morceau du passé que quelqu'un voulait maintenir enterré. Le matin suivant, en ouvrant la porte pour recevoir le laitier, il trouva une autre lettre. Cette fois, le message était menaçant. « Vous avez trouvé ce que vous ne deviez pas. Éloignez-vous de la jument et de ce que vous avez découvert, ou tout le monde connaîtra votre passé. » Son passé? Quel passé? Marcel était confus. Il vivait dans la région depuis seulement 10 ans, après avoir pris sa retraite d'enseignant à Lyon. Il avait acheté la propriété à un prix inférieur à celui du marché et vivait en paix avec Jeanne jusqu'à son décès. Il n'avait pas de secret, du moins aucun qui puisse le compromettre. Il décida qu'il était temps d'enquêter plus
En profondeur. Au marché dominical, alors qu'il achetait des légumes frais à l'étal de Madame Germaine, une dame âgée au foulard imprimé s'approcha, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être observée. « Vous êtes le propriétaire de la jument blanche, n'est-ce pas » demanda-t-elle à voix basse. « Oui, c'est moi. Cette jument. Je la reconnaîtrais entre mille. C'était celle dont la petite Marie ne se séparait jamais. Après ce triste événement, personne ne les a jamais revus. » Avant que Marcel ne puisse poser des questions, la dame s'éloigna rapidement, se perdant parmi les étals colorés du marché. Henri, qui semblait toujours être dans les parages ces derniers temps, s'approcha avec son faux sourire. « Encore une qui croit aux histoires de fantômes, monsieur Marcel, » commenta-t-il, pointant la direction dans laquelle la dame avait disparu. « Ces gens de la campagne sont trop superstitieux. Mais vous, en tant qu'homme instruit, ne devriez pas prêter attention à ces bêtises. »« Je ne sais pas, Henri, » répondit Marcel, soutenant le regard du voisin. « Parfois, les histoires que les gens racontent contiennent plus de vérité que nous voudrions l'admettre. » Henri durcit son expression un instant, mais retrouva vite sa contenance. « Faites juste attention. Les gens de cette ville n'aiment pas quand on remue le passé. Ils ont peur de ce qui pourrait remonter à la surface. » Ce même après-midi, en rentrant chez lui, Marcel eut une surprise. Une jeune femme d'environ 25 ans se tenait devant le portail de la ferme. Grande, aux longs cheveux châtains et aux yeux intenses, elle ne portait qu'un petit sac à dos et regardait la propriété avec curiosité. « Je peux vous aider » demanda Marcel en s'approchant. « Je l'espère » répondit-elle avec un sourire timide. « Je m'appelle Sophie Dubois. Je cherche des informations sur l'ancien domaine des Tilleuls et on m'a dit en ville que vous avez une jument qui pourrait en provenir. » Marcel sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de familier dans le visage de la jeune femme, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. « Je suis Marcel Dupont. Puis-je demander pourquoi vous vous intéressez au domaine des Tilleuls ?»« Je fais une recherche sur les histoires non résolues de la campagne française, » répondit-elle, mais ses yeux dévièrent brièvement, trahissant le mensonge. « Je suis journaliste et l'affaire de l'incendie et de la disparition de Catherine Lemaire et sa fille m'a toujours intrigué. » Marcel ne la crut pas totalement, mais décida de donner une chance à la jeune femme. « Entrez, allons discuter à l'intérieur. L'après-midi se rafraîchit. » Tandis qu'il marchait vers la maison, Diane, qui paissait tranquillement dans le champ adjacent, leva brusquement la tête. Ses oreilles se dressèrent et elle hennit fort, un son presque désespéré. Avant que Marcel ne puisse réagir, la jument galopa dans leur direction, sautant la clôture basse avec une agilité surprenante. Sophie se figea, ses yeux écarquillés fixés sur l'animal qui approchait. Un moment, Marcel craignit que Diane ne renverse la jeune femme, mais la jument s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle, hennissant doucement et secouant la tête, comme si elle essayait de dire quelque chose. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sophie tendit sa main tremblante et toucha le museau de Diane, qui se calma immédiatement. Un petit groupe d'abeilles, qui volait à proximité, se posa délicatement sur l'épaule de la jeune femme, sans montrer la moindre agressivité. « Diane !» murmura Sophie, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu m'as reconnue !» À cet instant, Marcel sut. Ce n'était pas Sophie Dubois qui se tenait devant lui. C'était Marie Lemaire, la fille disparue du domaine des Tilleuls, maintenant devenue une femme. Dans la cuisine accueillante de la maison, tandis que l'après-midi avançait dehors, Marie raconta son histoire. Comment elle avait survécu à l'incendie grâce à sa mère, qui l'avait cachée dans une cave souterraine, construite spécialement pour stocker le miel produit dans le domaine. Comment, après que le feu se soit éteint, sa mère l'avait placée sur Diane et lui avait ordonné de galoper jusqu'à la ville voisine, où habitait une amie de confiance. Maman a dit qu'elle viendrait juste après, qu'elle devait seulement récupérer des documents importants, expliqua Marie, la voix chargée d'émotion. Mais elle n'est jamais arrivée. Son amie, Madame Thérèse, m'a accueilli et, pour me protéger, a créé une nouvelle identité. Je suis devenue Sophie Dubois, une nièce éloignée venue vivre avec elle après avoir perdu mes parents dans un accident. « Vous protégez de quoi ?» demanda Marcel confus. « De ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, » répondit Marie, ses yeux maintenant durs comme la pierre. « L'incendie n'était pas accidentel, monsieur Marcel. Quelqu'un voulait ma mère hors du chemin. Quelqu'un qui n'a jamais imaginé que je survivrais et qu'un jour je reviendrais pour découvrir la vérité.
Marie expliqua que, pendant des années, elle avait cru à l'histoire de Madame Thérèse, jusqu'à ce qu'après la mort de la dame, elle trouve d'anciennes lettres et documents gardés dans une boîte en bois. Parmi eux, une lettre de sa mère écrite quelques jours avant l'incendie, exprimant sa crainte pour sa vie et celle de sa fille. Maman avait découvert quelque chose, monsieur Marcel, quelque chose qui impliquait l'exploitation illégale de terre, la falsification de documents et la manipulation politique. Quelque chose qui pouvait compromettre certaines des familles les plus puissantes de la région. La jeune femme sortit de son sac à dos un journal usé. C'était le journal de ma mère. J'ai réussi à le récupérer dans les ruines du domaine, où je suis retourné secrètement il y a quelques mois. Il mentionne des noms, des dates, des rencontres suspectes, mais il manque quelque chose. Elle a écrit qu'elle avait gardé des preuves concrètes dans un endroit que seule Diane connaissait. Marcel sentit un frisson parcourir son échine en se souvenant du bracelet trouvé. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser », dit-il, sortant le délicat objet de la poche de sa chemise. En voyant le bracelet, Marie laissa échapper un sanglot, ses doigts tremblants en touchant le métal vieilli. « C'était le mien. Maman me l'a offert pour mes 5 ans, peu avant l'incendie, » chuchota-t-elle, son pouce caressant les petits pendentifs. « Comment l'avez-vous trouvé ?» Marcel expliqua où et comment il avait trouvé le bijou, décrivant aussi les étranges lettres qu'il recevait et le comportement particulier de la jument. « Diane a toujours été spéciale, » confirma Marie, regardant par la fenêtre où la jument paissait maintenant calmement. Maman disait qu'elle avait le don de sentir le danger et de trouver des chemins sûrs. Les abeilles la protégeaient, comme elle nous protégeait tous. C'était comme si elle comprenait que nous étions une famille. « Pourquoi êtes-vous revenu seulement maintenant ?» questionna Marcel. « Après tant de temps ?»« J'ai eu peur pendant longtemps. Madame Thérèse m'avait prévenu que les personnes impliquées étaient toujours dans les parages, observant, attendant que je réapparaisse. Mais après sa disparition, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser cette histoire enterrée. Pas seulement pour rendre justice à la mémoire de ma mère, mais parce qu'il y a des terres, mes terres de droit, qui ont été prises illégalement après notre absence. » La conversation fut interrompue par le bruit de sabots s'approchant. Regardant par la fenêtre, Marcel vit Henri descendre de son cheval. Le voisin semblait nerveux, regardant répétitivement derrière lui, comme s'il craignait d'être suivi. « Il vaut mieux que vous vous cachiez, » dit-il rapidement à Marie. « Cet homme, Henri, a montré un intérêt suspect pour la jument depuis que je l'ai amenée ici. » Marie obéit, se retirant dans la chambre d'amis, tandis que Marcel allait recevoir le visiteur inattendu. « Monsieur Marcel, » salua Henri ôtant son chapeau en un faux geste de respect. « Pardonnez la visite sans préavis. Je passais pour discuter de cette offre que je vous ai faite pour votre propriété. » Marcel fronça les sourcils. Henri avait mentionné en passant qu'il serait intéressé à acheter ces terres, mais n'avait jamais fait d'offre concrète. « Je ne suis toujours pas intéressé à vendre, Henri. J'augmenterai l'offre. Significativement, » insista le voisin, une lueur étrange dans les yeux, considérant les problèmes qui sont survenus récemment. « Quel problème ?»« Eh bien, la jument, » répondit Henri d'un geste désinvolte. « Les histoires en ville. Ça ne fera qu'empirer, vous savez. Bientôt, ils associeront votre propriété à des malheurs, des hantises. La valeur du terrain va chuter. Mieux vaut vendre tant que vous pouvez obtenir un bon prix. » Marcel soutint le regard du voisin. « Merci de vous inquiéter, mais j'ai l'intention de rester. Cette terre m'a bien servi. » Henri serra son chapeau entre ses mains, visiblement contrarié. « Vous ne comprenez pas, cette histoire de jument du domaine des tilleuls, il y a des choses qui devraient rester dans le passé. »« Comme quoi exactement ?» provoqua Marcel, observant attentivement. La réaction de l'homme. Un éclair de colère traversa le regard d'Henri, rapidement remplacé par un sourire forcé. De vieilles histoires, des superstitions, rien d'important. Mais je vous préviens en ami, attention à ce que vous déterrez par là. Certaines découvertes apportent plus de problèmes que de réponses. Après le départ d'Henri, Marcel trouva Marie qui observait par la fenêtre, le visage préoccupé. « Vous le connaissez ?» demanda Marcel. « Pas personnellement, mais je reconnais le nom dans les documents de ma mère, » répondit-elle, mordant sa lèvre inférieure. « Henri Martin. Il était le contremaître de Robert Menot, le propriétaire terrien qui a tenté d'acheter nos terres à maintes reprises. »« Robert Menot, le père de l'actuelle maire ?» Marie acquiesça. « Exactement. Les Menot ont toujours eu un intérêt pour le domaine des tilleuls.
Nos terres abritent des sources qui alimentent toute la région. Qui contrôle l'eau, contrôle le pouvoir local. La nuit tomba, enveloppant la ferme d'un manteau d'obscurité ponctué d'étoiles. Marcel insista pour que Marie reste, au moins jusqu'à ce qu'il comprenne mieux ce qui se passait. Il prépara la chambre d'amis, qui autrefois appartenait à sa petite-fille Claire lors de ses visites de vacances, et improvisa un dîner simple. Durant la nuit, le bruit de sabots réveilla Marcel. De sa fenêtre, il vit Diane agitée, trottant en cercle dans le pré, les oreilles dressées, alerte. Sans faire de bruit pour ne pas réveiller Marie, le vieil homme prit son fusil de chasse, plus par précaution que par intention de l'utiliser, et sortit pour vérifier ce qui se passait. La pleine lune baignait le champ d'une lumière argentée, rendant le pelage de Diane presque fantasmagorique. Marcel s'approcha, tentant de la calmer, quand il remarqua des mouvements dans les ombres, près de la clôture qui séparait sa propriété de la ferme voisine. « Qui est là » appela-t-il, levant son fusil. Silence. Puis le bruit de branches qui craquent et le son précipité de quelqu'un s'éloignant. Marcel ne poursuivit pas l'intrus, mais trouva, jeté au sol, un morceau de papier. Une nouvelle lettre écrite à la hâte. « Elle est revenue. Nous sommes tous en danger maintenant. » Le lendemain matin, Marcel montra le message à Marie, qui pâlit. « Ils savent que je suis ici. » murmura-t-elle, serrant instinctivement le bracelet qu'elle portait maintenant au poignet. « Mais comment l'ont-ils découvert si vite ? Je crois que nous sommes observés depuis plus longtemps que nous l'imaginons, » répondit Marcel, regardant par la fenêtre les champs qui s'étendaient jusqu'aux collines lointaines. « C'est une petite ville, les nouvelles vont vite. » Marie acquiesça préoccupée. « Nous devons trouver ce que ma mère a caché. Ce doit être quelque chose d'assez important pour justifier tout cela. » Marcel réfléchit un moment. « Vous avez dit que votre mère avait mentionné un endroit que seule Diane connaissait. »« Oui, mais je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. »« Peut-être que Diane peut nous le montrer, » suggéra le vieil homme, un plan se formant dans son esprit. Depuis son arrivée, elle essaie d'aller dans une direction spécifique. Elle est toujours agitée quand elle regarde vers les montagnes. Marie écarquilla les yeux, comprenant. « Vous pensez qu'elle veut retourner au domaine des tilleuls ?»« Ou quelque part sur le chemin, » répondit Marcel, préparant déjà un petit sac avec de l'eau et quelques provisions. « Si nous laissons Diane libre, peut-être nous mènera-t-elle jusque-là. » L'idée était risquée, mais elle avait du sens. Diane, même après 20 ans, était apparue précisément sur la propriété de Marcel, qui se trouvait sur le chemin entre la ville et les ruines du domaine des tilleuls, comme si elle complétait un trajet interrompu. Ils décidèrent d'agir rapidement, profitant de la lumière du jour. Marie scella Diane avec habileté, malgré les années sans monter. La familiarité entre les deux était évidente. La jument restait calme sous le toucher de la jeune femme, comme si elle avait attendu ces retrouvailles pendant 2 décennies. « Je viens avec vous », insista Marcel, scellant son propre cheval, un alezan docile nommé Tonnerre. « Ce n'est pas sûr d'y aller seul, surtout si quelqu'un nous observe. » Ils partirent par le chemin secondaire, évitant la route principale pour ne pas attirer l'attention. Diane allait devant, décidée et alerte, comme si elle savait vraiment où elle allait. Marie la guidait avec douceur, se penchant occasionnellement pour chuchoter des mots d'encouragement à l'oreille de l'animal. Marcel la suivait, surpris par l'habileté de la jeune femme comme cavalière. C'était comme si les années n'avaient pas passé, comme si c'était encore la petite fille qui avait grandi en montant la jument blanche tous les jours. Après presque 1 heure de chevauchée, laissant la route derrière eux et suivant des sentiers de plus en plus étroits, à travers la végétation dense, Diane s'arrêta brusquement. Ils étaient dans une petite clairière entourée d'arbres anciens, un lieu qui semblait intouché par le temps. « Vous reconnaissez cet endroit ?» demanda Marcel, descendant avec précaution. Marie descendit de Diane, regardant autour d'elle avec une expression confuse. « Pas exactement. Mais il y a quelque chose de familier, » répondit-elle, caressant distraitement le cou de la jument. « Sommes-nous sur les terres du domaine des tilleuls ?»« Pas encore. C'est une sorte de no man's land entre mes terres et les anciennes frontières du domaine de votre famille. » Diane hennit doucement et marcha jusqu'à un grand chêne au centre de la clairière. Le tronc immense et ancien semblait garder des secrets dans son écorce rugueuse. La jument frappa le sol de son sabot à plusieurs reprises, près des racines exposées de l'arbre. « Elle veut nous montrer quelque chose », murmura Marie, s'approchant. Soudain, un bourdonnement familier emplit l'air.
De petites abeilles commencèrent à apparaître, formant un tourbillon doré autour d'eux. Marcel recula instinctivement d'un pas, mais Marie resta immobile, comme si elle comprenait le code silencieux entre les abeilles et la jument blanche. « Elle nous guide », dit la jeune femme observant le vol des insectes, qui se concentraient maintenant sur une zone spécifique entre les racines du chêne. Ensemble, ils commencèrent à creuser à l'endroit indiqué. La terre était molle, comme si elle avait déjà été remuée auparavant. Ils n'eurent pas besoin de creuser profondément avant que leurs mains ne trouvent quelque chose de solide. Une boîte en métal, du type utilisé pour garder des documents importants, protégée par une couche de cire d'abeille qui l'avait imperméabilisée pendant toutes ces années. Les mains tremblantes, Marie retira la boîte du trou. La serrure était rouillée, mais céda facilement quand elle fut forcée avec le petit couteau que Marcel portait toujours. À l'intérieur, ils trouvèrent exactement ce que Catherine Lemaire avait promis de garder. Des documents originaux de propriété du domaine des Tilleuls, des certificats, d'anciennes cartes montrant les sources et les limites correctes des terres, et un journal détaillé relatant les menaces et tentatives d'intimidation qu'elle avait subies avant l'incendie. Mais l'élément le plus important était un dossier contenant des photographies et des enregistrements sur une vieille cassette. Les photos montrèrent des réunions entre Robert Menot, Henri et d'autres hommes influents de la région, y compris le maire de l'époque, discutant autour de cartes et de papiers. Une des photos montrait clairement la falsification de documents en cours. « Cela explique tout », murmura Marie, feuilletant les papiers avec soin. Maman avait découvert qu'il modifiait les limites légales des propriétés, annexant des terres qui ne leur appartenaient pas, particulièrement celles avec accès aux sources. Et votre mère, en tant que propriétaire légitime, était le seul obstacle, compléta Marcel, comprenant l'ampleur de la conspiration. Exactement. Ils avaient besoin que nous disparaissions pour que personne ne conteste la possession de ces terres. Marie respira profondément, essayant de contrôler ses émotions. Mais maman a été plus intelligente. Elle a gardé tout cela ici, un endroit que seule Diane connaissait, et a fait en sorte que je m'échappe. Le bruit de branches qui craquent interrompit la conversation. Diane leva la tête, alerte, les oreilles pointées vers la source du bruit. Les abeilles, qui s'étaient calmées, commencèrent à bourdonner à nouveau, agitées. « Quelqu'un nous a suivis !» chuchota Marcel, prenant son fusil. Entre les arbres apparut Henri, accompagné de 2 hommes inconnus, tous armés. « Je savais que cette jument finirait par causer des problèmes, » dit le voisin, son faux sourire maintenant remplacé par une expression de pure méchanceté. « Fille intelligente, revenant après tant de temps. Tout comme ta mère, n'est-ce pas ?» Marie se mit debout, la boîte de documents fermement serrée contre sa poitrine, la peur laissant place à la colère. « Vous étiez impliqué dans l'incendie. N'est-ce pas, Henri? C'est vous qui avez tout planifié. » L'homme haussa les épaules, arrogant. Planifier est un mot trop fort. Disons que j'ai simplement facilité les choses. C'était une bonne affaire. Ces terres valaient une fortune, surtout avec le projet de barrage des sources que les Menot voulèrent mettre en œuvre. Et ma mère? Qu'est-il arrivé à ma mère? Une ombre traversa le visage d'Henri. Ta mère était trop têtue. Elle n'a pas voulu sortir quand le feu a commencé. Elle est restée derrière, cherchant quelque chose. Nous avons supposé que c'était ces documents. Vous l'avez laissée mourir, accusa Marie, des larmes de colère coulant sur son visage. Je ne sais pas si elle est morte, répondit Henri, surprenant tout le monde. Nous n'avons jamais trouvé son corps. Certains disent qu'elle a réussi à s'enfuir, qu'elle se cache encore aujourd'hui. D'autres croient qu'elle a été consumée par l'incendie. Ce qui importe, c'est que toi, petite, on te présumait morte aussi, ce qui a beaucoup facilité les choses. Marcel gardait son fusil pointé, mais il savait qu'ils étaient en infériorité numérique. Que comptez-vous faire maintenant, Henri? Nous faire taire aussi? La ville entière sait déjà le retour de Marie. Vous ne pouvez pas faire disparaître tout le monde. Henri rit, un son froid et sans humour. La ville connaît Sophie Dubois, la journaliste curieuse. Personne ne sait que c'est Marie Lemaire qui est de retour. Et quant à vous, monsieur Marcel, eh bien, les accidents arrivent aux personnes âgées qui vivent seules. Surtout celles qui vont chevaucher sur des terrains accidentés. Avant que quiconque puisse réagir, un bruit assourdissant envahit la clairière. Les abeilles, qui s'étaient rassemblées en plus grand nombre pendant la conversation, formèrent soudainement un essaim massif, attaquant les 3 hommes armés. Henri et ses complices hurlèrent.
lâchant leurs armes pour tenter en vain de se protéger des insectes furieux. « Courez !» cria Marcel à Marie, profitant de la confusion. Mais la jeune femme n'eut pas besoin d'encouragement. Elle était déjà sur Diane, qui semblait parfaitement comprendre la situation. D'un seul mouvement fluide, Marie tendit la main pour aider Marcel à monter derrière elle, et la jument blanche s'élança sur le sentier, suivie par Tonnerre qui courait librement à ses côtés. Les cris des hommes attaqués par les abeilles furent bientôt laissés derrière, engloutis par la distance et le vent qui sifflait à leurs oreilles durant leur fuite désespérée. Ils ne retournèrent pas à la ferme de Marcel. Ce serait le premier endroit où on les chercherait. Au lieu de cela, ils se dirigèrent vers la ville, directement au commissariat, où Marie pourrait révéler sa véritable identité et présenter les preuves qu'elle venait de récupérer. Le commissaire Antoine Lefort, homme sérieux et respecté qui avait pris ses fonctions il y a seulement 5 ans, écouta l'histoire complète avec attention. Il examina les documents, les photographies et fit des copies de tout, avant même d'enregistrer officiellement la déposition. « C'est très grave », dit-il, ajustant ses lunettes sur son nez tandis qu'il étudiait les preuves. « Cela implique des figures importantes de la ville. Ça va provoquer un tremblement de terre politique. »« Allez-vous enquêter ?» demanda Marie, inquiète de la possibilité d'interférence des puissants locaux. « Je vais faire plus que ça », répondit le commissaire avec fermeté. « Je vais demander l'appui de la police nationale. Cela dépasse ma juridiction, implique la falsification de documents officiels, l'appropriation de terres, et les Martin et Menot ne pourront pas étouffer l'affaire. » Tandis que le commissaire faisait les appels nécessaires, Marcel reçut une nouvelle qui le laissa stupéfait. Sa petite fille Claire était arrivée en ville ce matin-là par surprise et le cherchait à sa ferme. « Mon Dieu, elle pourrait être en danger », murmura-t-il, imaginant le pire. Le commissaire envoya immédiatement une voiture de patrouille à la propriété pour assurer la sécurité de la jeune fille. Au soulagement de Marcel, ils trouvèrent Claire saine et sauve, venant tout juste d'arriver et s'étonnant de l'absence de son grand-père. Elle fut amenée au commissariat, où elle reçut avec étonnement l'incroyable histoire que Marcel et Marie avaient à raconter. Claire Dupont avait 26 ans, était biologiste fraîchement diplômée et entretenait avec son grand-père une relation de profonde affection et admiration. Depuis la mort de sa grand-mère, elle lui rendait visite moins fréquemment à cause de ses études, mais ne manquait jamais de l'appeler toutes les semaines. La jeune femme aux cheveux bouclés et aux yeux vifs se prit rapidement d'affection pour Marie et son histoire. « C'est incroyable, dit-elle, tandis que les trois attendaient dans la salle d'attente du commissariat le retour du commissaire. « Tu as vraiment grandi en croyant être quelqu'un d'autre. Madame Thérèse a fait son possible pour me donner une vie normale, » expliqua Marie. « C'est seulement quand j'ai trouvé le journal de ma mère et quelques documents gardés que j'ai commencé à assembler les pièces. » Le commissaire revint avec des nouvelles. Henri et ses 2 complices avaient été localisés et détenus. Ils étaient couverts de piqûres d'abeilles, mais sans danger de mort. Lors de l'interrogatoire initial, l'un des hommes, craignant les conséquences possibles, avait déjà commencé à parler, confirmant partiellement l'histoire de Marie et impliquant directement le maire actuel, fils de Robert Menot, dans le système d'appropriation de terres. « Vous devez rester dans un endroit sûr pour l'instant », conseilla le commissaire. « Les Menot ont beaucoup d'alliés dans la région. » Ce fut Claire qui proposa la solution. « J'ai un appartement à Lyon. Il n'est pas grand, mais nous y tiendrons. Tous. Nous pouvons y rester jusqu'à ce que la situation se calme. »« Et Diane ?» demanda Marie, inquiète pour la jument. « Il y a un centre d'équitation près du campus universitaire, » répondit Claire. « Je peux lui trouver une place là-bas. J'ai des amis qui travaillent dans l'équithérapie. » Ainsi, alors que la nuit tombait sur Saint-Martin-sur-Loire, un groupe improbable partait en direction de la capitale régionale. Un professeur retraité, sa petite fille biologiste, une jeune femme qui redécouvrait sa véritable identité, et une jument blanche qui, après 20 ans, avait finalement accompli sa mission. Dans les mois qui suivirent, l'enquête avança à pleine puissance. La presse régionale s'intéressa rapidement à l'affaire, attirée par l'histoire dramatique de Marie et par les éléments de conspiration politique impliquant des figures importantes de la province. L'impact fut tel que même les médias nationaux envoyèrent des équipes pour couvrir le déroulement de l'affaire. Avec l'aide d'avocats spécialisés en droit rural, Marie entama le processus pour récupérer légalement les terres de sa famille. Les documents originaux trouvés dans la boîte métallique furent fondamentaux, tout comme les preuves photographiques des falsifications.
Les Meneaux et leurs alliés tentèrent, bien sûr, de discréditer les preuves et Marie elle-même. Ils engagèrent des avocats coûteux et utilisèrent leur influence politique, mais l'affaire avait pris trop d'ampleur pour être étouffée. Quand les résultats des tests ADN confirmèrent que Sophie Dubois était en fait Marie Lemaire, la dernière résistance publique des Meneaux s'effondra. Durant tout ce processus, Marcel resta aux côtés de Marie, offrant le soutien silencieux et constant qui était devenu sa marque de fabrique. Claire, charmée par l'histoire et par la forte personnalité de sa nouvelle amie, s'impliqua profondément aussi, utilisant ses connaissances en biologie pour étudier le comportement inhabituel des abeilles qui semblaient protéger Diane, et, par extension, Marie. « C'est fascinant », commenta Claire un soir, tandis que les trois dînaient dans le petit appartement à Lyon. Il existe des études sur la communication entre les abeilles et leurs éleveurs, mais ce qui se passe avec Diane est complètement différent. C'est presque comme si les abeilles reconnaissaient en elle un lien avec sa famille. Maman disait « Toujours que les abeilles ont une mémoire », répondit Marie, un sourire nostalgique aux lèvres. Qu'elles reconnaissent les visages, les voix, même les émotions. Elle leur parlait comme si elles étaient des personnes. L'affaire avança rapidement. Henri, se voyant acculé, décida de négocier avec le procureur. En échange d'une peine réduite, il accepta de révéler tous les détails de la conspiration, y compris le rôle de chacun dans la nuit de l'incendie. C'est grâce à son témoignage que la vérité sur Catherine Lemaire fut finalement mise au jour. Elle a réussi à sortir de la maison, confessa Henri. Nous l'avons vue de loin, mais elle était blessée, titubante. Nous avons pensé qu'elle ne survivrait pas à la nuit, alors nous ne l'avons pas poursuivie. Quand nous sommes revenus le lendemain matin pour vérifier, nous n'avons trouvé aucune trace d'elle. Cette révélation raviva l'espoir en Marie. Si sa mère avait échappé à l'incendie, qu'était-il arrivé ensuite? Était-elle vivante quelque part, cachée comme elle-même l'avait été, ou avait-elle succombé à ses blessures dans un endroit isolé de la forêt qui entourait la propriété? De nouvelles recherches furent organisées par la police, cette fois avec le soin et le dévouement qui n'existaient pas 20 ans auparavant. Des volontaires de la communauté, dont beaucoup étaient honteux du rôle passif qu'ils avaient joué dans le passé, se joignirent aux officiers pour fouiller chaque recoin de l'ancien domaine des tilleuls et des bois environnants. Diane, la jument blanche qui avait uni toute cette histoire, devint une sorte de mascotte de l'opération. Marie l'amenait à chaque expédition, croyant que si quelqu'un pouvait trouver Catherine, ce serait l'animal qui avait été si spécial pour la famille. Ce fut lors d'une de ces recherches, alors qu'ils approchaient de presque 1 an depuis le retour de Marie à Saint-Martin-sur-Loire, que se produisit ce que beaucoup appelleraient un miracle. Diane, qui marchait tranquillement à côté de Marie dans une zone reculée, dressa soudainement la tête et hennit fort, un son qui résonna à travers les collines. Avant que quiconque puisse réagir, la jument s'élança sur un sentier presque invisible entre la végétation dense. Marie et l'équipe de recherche la suivirent, se frayant un chemin entre les buissons et les branches basses, jusqu'à atteindre une petite clairière où se dressait une cabane rustique, presque camouflée par la nature qui l'entourait. La fumée qui sortait de la cheminée improvisée indiquait que le lieu était habité. Diane s'arrêta devant la porte en bois, hennissant à nouveau, cette fois un son presque mélodieux. Les abeilles, qui avaient accompagné la jument tout au long du trajet, formèrent un motif circulaire dans l'air, comme une danse silencieuse. La porte s'ouvrit lentement, et en émergea une figure que Marie aurait reconnue n'importe où, n'importe quand. Catherine Lemaire. Plus âgée, avec les cheveux maintenant complètement blancs et quelques cicatrices visibles sur le visage et les bras, mais incontestablement sa mère. La rencontre entre mère et fille fut une explosion d'émotions que les mots ne pourraient pas capturer. Enlacées, pleurant et riant en même temps, elles partagèrent 20 ans de séparation en un moment de reconnexion absolue. Catherine expliqua, plus tard quand elle put parler entre les larmes, qu'elle avait survécu à l'incendie, mais avait été gravement blessée. Perdue dans la forêt, sans force pour chercher de l'aide, elle avait été trouvée par un couple de personnes âgées qui vivaient isolées dans les montagnes. Guérisseurs traditionnels, connaisseurs des herbes et des secrets de la forêt, ils l'avaient abritée et soignée de ses blessures. Quand j'ai été suffisamment rétablie pour revenir, j'ai su que tout le monde croyait que nous étions mortes, toi et moi, expliqua Catherine, tenant les mains de sa fille entre les siennes, et que les terres avaient déjà été prises. Par les Meneaux.
J'étais seul, vulnérable. Revenir signifiait affronter ceux qui avaient déjà essayé de m'éliminer une fois. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ?» demanda Marie, la douleur de l'absence encore fraîche malgré la joie des retrouvailles. « Je t'ai cherché, » répondit Catherine, un sourire triste aux lèvres. « Je suis allé chez Thérèse une nuit, en cachette. Je t'ai vu dormir, tranquille, protégée. Thérèse m'a dit que tu étais en sécurité, que tu croyais être sa nièce, que tu allais bien. J'ai décidé que c'était mieux ainsi, au moins jusqu'à ce qu'il soit sûr de revenir. Et les abeilles, Diane, que leur est-il arrivé pendant tout ce temps ?» Catherine caressa le museau de la jument blanche, qui restait fidèlement à ses côtés. « Les abeilles m'ont toujours retrouvé, peu importe où j'étais. C'est un lien que je ne sais pas expliquer, je l'accepte simplement. Quant à Diane, elle a disparu la nuit de l'incendie. J'imaginais qu'elle était avec toi ou qu'elle s'était perdue dans la forêt. Récemment, j'ai commencé à sentir que quelque chose avait changé. Les abeilles étaient plus agitées, comme si elles voulaient me dire quelque chose. Puis, j'ai entendu des histoires dans le village voisin, à propos d'une jument blanche apparue de nulle part et d'une jeune femme qui cherchait des réponses sur le domaine des tilleuls. La nouvelle de la réapparition de Catherine Lemaire se répandit rapidement, ajoutant un nouveau chapitre à l'histoire déjà extraordinaire qui avait capté l'attention de toute la région. L'image de la mère et de la fille réunies, avec la fidèle jument blanche à leur côté et un essaim d'abeilles dansant au-dessus de leur tête, devint iconique, apparaissant dans les journaux et magazines de tout le pays. Avec le témoignage de Catherine, les derniers détails de la conspiration furent révélés. Elle confirma tout ce que les documents avaient déjà suggéré, ajoutant des informations cruciales sur les conversations et les menaces qu'elle avait personnellement subies de la part de Robert Menot et ses associés. L'affaire judiciaire menée par Marie pour récupérer ses terres gagna une force incontestable. Moins de 2 mois après la réapparition de Catherine, la justice ordonna la restitution intégrale du domaine des Tilleuls à la famille Lemaire, ainsi qu'une indemnisation pour les 20 années d'usage illégal de la propriété. Marcel, qui avait accompagné chaque étape de ce voyage, sentit que sa mission était accomplie. Il avait été le gardien temporaire de Diane, le premier à croire en Marie, et un pont entre le passé enterré et le futur qui s'ouvrait maintenant. Il décida qu'il était temps de retourner à sa propre ferme et de reprendre la vie tranquille qu'il appréciait tant. La veille de son départ de Lyon, assis sur le balcon de l'appartement de Claire, il partagea ses projets avec Marie et Catherine. « Vous avez beaucoup à reconstruire ensemble », dit-il avec son ton calme et direct. « Et j'ai mes pommiers à soigner, mes clôtures à réparer. »« Nous ne serions pas ici sans vous, monsieur Marcel, » répondit Marie, la gratitude évidente dans sa voix. « C'est vous qui avez sauvé Diane, qui m'avez abrité quand je suis revenu, qui avez cru en moi dès le premier instant. »« Je n'ai rien fait qu'une personne décente n'aurait fait, » répliqua-t-il, éludant comme toujours lorsqu'il était complimenté. Catherine, qui avait développé un profond respect pour le vieux professeur, sourit doucement. « Saviez-vous que les abeilles ne piquent jamais certains types de personnes? Elles sentent quelque chose dans l'énergie, l'odeur, le cœur. Vous êtes comme ça, monsieur Marcel, un homme que même les abeilles ne peuvent s'empêcher de reconnaître comme bon. » Le lendemain matin, avant qu'il ne parte, Marcel reçut une visite inattendue. Claire entra dans sa chambre avec une enveloppe à la main et une expression déterminée sur le visage. « Papy, je ne veux pas que tu retournes seul à la ferme, » dit-elle, s'asseyant au bord du lit. « J'ai demandé un congé à l'université. Je viens avec toi. » Avant que Marcel ne puisse protester, elle continua. « Ce n'est pas seulement pour toi, c'est égoïste de ma part aussi. J'ai découvert un champ de recherche incroyable avec toute cette histoire. Je veux étudier le comportement de ces abeilles, comprendre le lien qu'elles ont avec Diane et la famille Lemaire. Nous en avons déjà parlé, et Marie et Catherine ont accepté de collaborer à ma recherche. » Le vieux homme sourit, secrètement soulagé. L'idée de retourner à la ferme vide n'était pas aussi attrayante qu'il essayait de s'en convaincre. « Et cette enveloppe ?» demanda-t-il, pointant le papier qu'elle tenait encore. « Ah ça !» Claire ouvrit un sourire brillant. « C'est une proposition. Catherine et Marie veulent créer une association avec nous. Le domaine des Tilleuls a des sources qui pourraient irriguer tes terres aussi. Elles veulent unir les propriétés pour créer une réserve environnementale et un centre de recherche sur l'apiculture naturelle et la préservation de la flore indigène. » Marcel prit l'enveloppe, surpris et touché par la proposition. Elles viennent à peine de récupérer leurs terres
et veulent déjà partager. Ce n'est pas partager, papy, c'est additionner. Les terres resteraient à chacun, légalement. L'association serait pour le projet de conservation. Et à bien y penser, vous formez une sacrée équipe. Toi avec ta connaissance de la terre, Catherine avec son lien avec les abeilles, Marie avec sa détermination, et moi, eh bien j'ai mes livres et ma curiosité. L'idée de transformer toute cette saga de douleur et de séparation en quelque chose de constructif et tourné vers l'avenir toucha profondément Marcel. Après une vie consacrée à l'enseignement, pouvoir contribuer à un projet qui unirait préservation environnementale, recherche scientifique et justice sociale semblait l'épilogue parfait pour son histoire. En quelques mois, le Centre de recherche et de préservation environnementale Tilleul Blanc commença à prendre forme. L'ancienne maison du domaine des Tilleuls fut reconstruite, cette fois avec de l'espace pour des laboratoires et des logements, pour chercheurs et étudiants. La propriété de Marcel devint le point d'accueil des visiteurs, sa maison chaleureuse servant de lieu pour des réunions informelles et des conférences. Diane, la jument blanche qui avait uni tous les fils de cette histoire, reçut un espace spécial dans le centre. Libre de circuler sur toute la propriété, elle devint une sorte de mascotte du projet, toujours accompagnée par son fidèle essaim d'abeilles qui, comme le remarqua Claire dans ses études préliminaires, semblait avoir développé un comportement unique et spécifique, différent de toute colonie jamais documentée. L'affaire des Meneaux et de leurs associés continua à suivre son cours dans la justice, avec de nouveaux développements émergents à mesure que plus de personnes, encouragées par l'exemple de Catherine et Marie, commençaient à questionner d'anciens accords et des documents suspects concernant leur propre terre. Par un après-midi doré d'automne, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes qui entouraient les propriétés maintenant unies, Marcel s'assit sur sa véranda préférée, observant Diane paître tranquillement dans le champ au loin. Claire était avec lui, prenant des notes dans son carnet de recherche, tandis que Catherine et Marie marchaient parmi les ruches nouvellement installées, leur voix arrivant en fragments portés par la légère brise. « Tu sais, papy, » commenta Claire sans lever les yeux de ses notes, « je n'arrive toujours pas à comprendre complètement le comportement de ces abeilles. C'est comme si elles avaient une conscience collective, une mémoire qui va au-delà de ce que la science peut expliquer. » Marcel sourit, prenant une gorgée de la tisane à la camomille que Marie avait préparée plus tôt. « Tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être vrai, ma chérie. Certaines connexions sont plus profondes que notre capacité à les comprendre. » Claire leva le regard, pensive. Comme Diane retrouvant son chemin après 20 ans? Comme les abeilles la protégeant tout ce temps? Comme un vieux professeur trouvant une jument couverte d'abeilles, exactement quand elle avait le plus besoin d'être trouvée, compléta-t-il, avec une lueur de sagesse dans les yeux. La jeune femme sourit, comprenant. « Tu penses que rien de tout cela n'était une coïncidence? Qu'il y avait un but plus grand ?» Marcel observa le soleil teintant le ciel d'orange et de rose, les premières étoiles commençant à parsemer le firmament. « Je crois que la vie tisse ses propres motifs, Claire. Et que même quand nous ne pouvons pas voir le dessin complet, chaque fil a son but, chaque rencontre sa signification. » Au loin, Diane leva la tête, attentive à l'appel de Marie. Les abeilles, qui reposaient sur les fleurs proches, s'élevèrent, dans un mouvement synchronisé, formant une danse dorée dans l'air teinté par le crépuscule. « Comme une danse, » murmura Claire, observant le spectacle. « Une chorégraphie parfaite entre tous les êtres vivants. »« Exactement, » répondit Marcel, son cœur empli d'une satisfaction qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir à nouveau. « Une danse qui a commencé bien avant notre arrivée et qui continuera bien après notre départ. » Et ainsi, entre le bourdonnement doux des abeilles et le hennissement lointain de Diane, un cycle se fermait et un autre commençait, comme la vie elle-même dans son éternel mouvement de renouveau et d'espoir. Fin de l'histoire. Cher auditeur, nous espérons que l'histoire de Monsieur Marcel, Marie et Diane a touché votre cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like à la vidéo et, plus important encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits, émouvants comme celui-ci. Maintenant, dites-nous, croyez-vous que les abeilles avaient été vraiment un lien spécial avec la famille Lemaire, ou tout n'était-il qu'une extraordinaire coïncidence? Laissez votre opinion dans les commentaires.